Legendre, bonjour. Bonjour Christophe Barbier. Bienvenue. Le gouvernement desserre les taux. Ça va mieux sur le front de l'épidémie. À partir de début de février, les contraintes vont s'alléger. Mais alors à quoi va servir le pass vaccinal ? Précisément à faire en sorte qu'on puisse desserrer les autres contraintes. C'est parce qu'il y a eu le pass sanitaire, parce qu'il y a le pass vaccinal, que nous pouvons desserrer toutes les autres contraintes, celles qui empoisonnent notre vie, qui peuvent éventuellement freiner notre économie, rendre les choses compliquées pour les professeurs, pour les parents d'élèves. Tout ça est dépendant d'une situation sanitaire que le pass vaccinal permet d'apaiser. Il reste une épreuve à franchir pour le pass vaccinal, c'est le Conseil constitutionnel. Absolument, ce week-end. Voilà. Si le Conseil décide que le contrôle d'identité des consommateurs dans les restaurants ne peut pas être fait par les restaurateurs, est-ce qu'il faudra s'en passer de ce contrôle d'identité ou est-ce qu'il faudra refaire un texte ? Non, écoutez, on va pas faire les prolongations. L'essentiel, c'est que le pass vaccinal ait droit de cité dans notre pays parce que il a déjà provoqué. Depuis qu'on a annoncé qu'on allait le faire, mais sans l'avoir encore voté, il y a eu 1 million de personnes qui ont été se faire vacciner, qui n'étaient pas vaccinées et qui ont commencé le schéma vaccinal avec la première dose. Ce qui prouve que ce pass vaccinal est extrêmement efficace. Si le contrôle d'identité, la vérification d'identité, soyons précis, n'est pas autorisée par le Conseil constitutionnel, on l'appliquera absolument, on appliquera cette interdiction de façon tout à fait disciplinée. Est-ce que ça ne sera pas très grave. Est-ce que ce pass vaccinal n'a pas coûté très cher politiquement ? Tension au Parlement, retard dans les travaux parlementaires à cause du temps que vous avez pris. Les anti-vax regonflés dans la rue, l'addition politique est chère. Écoutez, l'addition politique, on la fera à l'arrivée. Moi, ce que je sais, c'est que depuis le début de cette pandémie, le président de la République, le gouvernement et la majorité naviguent au plus près, comme on dit en mer. Et c'est un sacré défi pour l'action publique, cette crise, parce qu'elle exige précisément des adaptations quasiment en temps réel, mais pour manier un bateau de 66 millions de passagers. Et donc ça, c'est très difficile. Et on l'a fait avec un doigté, une adaptation, une précision qui, le jour venu, sera incontestablement mis à notre crédit. Il y a qu'à voir... Malgré les ratés, comme le protocole sanitaire à l'école. Mais c'est inévitable. La mer était extrêmement démontée. Et nous avons tenu le cap, constamment. Y compris en assumant de temps en temps des mesures dont nous savions qu'elles étaient difficiles, voire impopulaires. C'est ça la responsabilité d'un gouvernant. Aujourd'hui, est-ce que le but, collectivement, n'est pas de s'habituer à un certain niveau de mortalité ? On appelle ça vivre avec la Covid, c'est surtout mourir avec la Covid. C'est-à-dire qu'il y a tous les jours quelques centaines de morts, mais c'est comme ça. Mais peut-être sera ça. Mais vous savez, s'il y a quelques centaines de morts liés à la Covid, je ne suis pas épidémiologiste, je ne suis pas médecin, mais j'entends ce qui se dit. Ça n'est pas forcément le Covid qui provoque la mort. Il peut y avoir d'autres pathologies qui se combinent. L'essentiel aujourd'hui, c'est qu'on revienne à une vie normale pouvant dire vie surveillée, ou que notre santé soit surveillée, qu'on puisse se vacciner, qu'on puisse prendre soin. Écoutez, le vaccin de la grippe fait beaucoup de morts chaque année. On se vaccine et on essaye d'en limiter les risques. Les aides vont continuer, les aides financières pour certains secteurs. N'est-ce pas déraisonnable ? L'addition du quoi qu'il en coûte est déjà lourde aussi. Non. Les aides, d'abord, il n'y a plus d'aides généralisées. Il y a des aides ciblées pour les secteurs ou les activités qui, à un moment donné, on demande un effort particulier. Quand on cessera de demander cet effort, quand les activités pourront reprendre normalement, ce qui semble être prévisible dans un avenir assez proche, les aides cesseront. Alors, l'épidémie entre dans une nouvelle phase. Le lancement de la présidence française de l'Union européenne, c'est fait. Quand est-ce que le président doit se déclarer pour que vous, parlementaires, vous puissiez l'aider dans sa campagne ? Quel est le bon calendrier vu d'un parlementaire ? Alors, vu d'un parlementaire, c'est l'impatience. Nous sommes pressés qu'il annonce sa candidature. Mais ça le regarde, c'est lui qui maîtrise le calendrier. Mais vous me demandez notre opinion, nous avons envie qu'il se présente, parce que nous avons beaucoup de choses à dire aux Français, et nous savons que le président a beaucoup de choses à dire aux Français qu'il ne leur a pas encore dites, et qui seront fondamentales, et dans l'animation de la campagne, mais surtout dans les 5 ans qui viennent s'il est réélu. C'est-à-dire ces choses, c'est uniquement leur dire, voilà ce que j'ai pas eu le temps de faire pendant 5 ans, je vais les faire dans les 5 prochaines années ? Non, c'est pas ça. Je pense que nous sommes à un moment clé de la vie du pays et que notamment la crise pandémique a révélé, souligné, accentué un certain nombre de déficits, de dysfonctionnements dans notre pays qu'il faut résoudre. Et
Prenons un exemple, parce que j'y ai consacré beaucoup de temps avec un certain nombre de collègues, avec un certain nombre de citoyens depuis un an. Il y a notamment un sujet majeur qui est remettre la démocratie française sur les bons rails. J'ai entendu l'autre jour, quand le président de la République est allé à Nice, il a parlé de la nécessité d'une réinitialisation de la démocratie française. Voilà un exemple de choses sur lesquelles on peut avancer. Pour la réforme des institutions, pour la réforme de l'action publique, pour la réforme des administrations. Ça, c'est des chantiers qui mettent du temps et qu'il va falloir lancer très vite après la déclaration de candidature et après la réélection que je souhaite du président de la République. Sur ce sujet-là de la rénovation de la démocratie, les autres candidats annoncent déjà du concret. Le vote à 16 ans pour certains, le référendum d'initiative citoyenne pour d'autres. Sur ces sujets-là, il faudrait être aussi concret, voire dans la surenchère ? La surenchère n'a aucun intérêt. Être concret, être réaliste et surtout avoir la vision complète du sujet. La refondation démocratique, ça n'est pas qu'une affaire d'institutions, de droit de vote électronique, ni même de réforme de constitution. C'est un ensemble. D'un côté, il faut redonner confiance dans les responsables politiques. Il faut que nos concitoyens retrouvent la confiance envers leurs dirigeants. Et puis, il faut revoir de fond en comble la façon dont sont produits les services publics. Aujourd'hui, le compte n'est pas bon et les Français en conçoivent une défiance, un rejet de la politique qu'il faut absolument corriger. Le candidat Macron en 2017 avait travaillé sur 200 000 postes de fonctionnaires en moins, puis c'était devenu 120 000, et puis ça sera 0 au bout de ce quinquennat. Alors évidemment, il y a eu la pandémie, mais c'est peut-être aussi parce qu'on n'y arrive plus à faire cette réforme de l'État. C'est parce qu'on ne peut pas, contrairement à ce que disent un certain nombre de nos concurrents ou de nos adversaires, Valérie Pécresse notamment, on ne peut pas prendre ce sujet par l'optique exclusivement comptable ou l'optique exclusivement des effectifs. Il faut que nous repensions la qualité du service rendu aux citoyens, ce que moi j'appelle le bénéfice citoyen, et que nous recréions entièrement le mode de production entre les différents échelons qui sont partie prenante du service public, l'État au centre, l'État déconcentré sur les territoires, les différentes collectivités territoriales, et nous nous apercevrons, une fois que nous aurons fait cette révolution, que, en effet, nous pouvons produire des services de meilleure qualité avec des agents publics beaucoup plus motivés et au final, probablement avec moins de monde pour les produire et donc un coût inférieur. Le mot-clé, c'est décentralisation ? C'est pas décentralisation, c'est clarification. Aujourd'hui, il y a trop d'acteurs qui interfèrent et de manière pas toujours efficace, pas toujours productive dans la chaîne de production des services publics. La confiance dans le député, ça veut dire que le député doit avoir du pouvoir et pas être simplement un godillot. Anne Hidalgo a une proposition simple, faire les législatives avant la présidentielle et pas après. Je pense que ça ne changera rien à l'esprit de défiance de nos concitoyens envers la politique. Ça, je pense que ça n'a pas d'intérêt. En revanche, il y a quelque chose sur lequel nous pouvons travailler. Et je peux vous dire que, novice en politique en 2017, j'ai beaucoup appris depuis 5 ans là-dessus. C'est la manière dont le Parlement travaille. Certes, le Parlement est faible en France par rapport à l'exécutif. C'est un constat qu'il faut dresser et que je déplore. Mais ça n'est pas forcément lié uniquement aux institutions. C'est aussi lié à la manière dont s'organise notre travail très concret de production de la loi. Beaucoup de temps perdu, beaucoup de talents inutilisés, beaucoup de gaspillage, beaucoup d'improductivité. Et pas de fonction de contrôle vraiment assumée par le Parlement. Insuffisante, c'est pas zéro, mais c'est insuffisant, et pas assez de fonction d'évaluation. C'est-à-dire, une fois qu'on a voté la loi, voir très clairement sur les territoires comment elle s'applique. Dans cette campagne qui s'annonce, la maison commune, le regroupement de toutes les forces macronistes, ça fonctionne pas bien. Édouard Philippe a signifié même son mécontentement. Comment réparer les assiettes brisées ces derniers jours ? Je vais vous dire, moi la maison commune, je l'ai espérée très tôt. Et a fortiori quand le concept a commencé à apparaître, c'est-à-dire il y a maintenant près de 2 ans. Et je pense que c'est un peu utopique, c'est un peu un rêve de vouloir créer une architecture de cette nature si près d'échéances aussi essentielles que sont la présidentielle et les législatives. Aujourd'hui, si je voulais le dire de façon un peu humoristique, c'est une jachère. Mais si vous vous souvenez bien de vos cours d'économie et de sciences naturelles... Et seulement triennale. Et ben, la jachère, c'est quelque chose qui permet ensuite à la Terre de produire beaucoup plus. Et c'est à ça qu'il faut qu'on s'attache. Nous aurons besoin,
pour tous les chantiers, les enjeux fondamentaux. Nous en avons abordé un parmi d'autres avec la question démocratique. Nous aurons besoin, à partir du mois d'avril et du mois de juin 2022, d'une majorité extraordinairement structurée, unie, unanimement tendue sur la réalisation du programme du président de la République que nous aurons soutenu, unanimement unis sur le programme du président de la République que nous aurons réélu et soutenu. Ce président, il sera élu le 24 avril. Les législatives, c'est le 12 et 19 juin. Il faudra bien un gouvernement entre-temps pour travailler. On va pas rester... bien sûr, il y aura un gouvernement et il y aura toujours des élus à l'Assemblée nationale, les 577 députés, toutes couleurs politiques. Ils reviendront travailler, ils lanceront avant les législatives le programme du président s'il est réélu. Comme vous le savez, c'est le gouvernement qui a la maîtrise de l'ordre du jour et tout ça se fait d'un commun accord entre le président de l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale et évidemment le gouvernement qui sera en fonction au lendemain de l'élection présidentielle. Mais nous serons très vite en campagne législative et il faut que les députés puissent faire campagne aussi. Ce macronisme qu'on a connu en 2017, reconnaissons qu'il est allé de plus en plus vers la droite par la force des choses, les tensions dans la société et les problèmes économiques. Je récuse très franchement. Je sais que c'est quelque chose qui est installé comme une évidence, mais c'est faux. C'est faux. Le 1 million d'emplois que nous avons créés depuis 2017 et qui change radicalement l'ambiance dans le pays. Pas pour tout le monde. Ceux qui sont en chômage, l'ambiance reste très difficile pour eux. Mais ce 1 million d'emplois créés, c'est une mesure de droite ou c'est une mesure de gauche, Christophe Barbier? La vérité aujourd'hui, c'est que le président de la République est en position de rassembler très largement les Français avec, à sa droite et à sa gauche, des candidats qui ne sont pas simplement compétiteurs pour l'élection présidentielle, mais qui sont candidats à une primaire. Pour eux, le premier tour sera une primaire. Primaire de droite, avec les 3 candidats de droite, primaire de gauche, avec les 7 candidats de gauche, et au milieu, le président de la République en mesure de procéder à un très large rassemblement des Français qui, précisément, ne se retrouvent ni dans cette aile droite, voire extrême droite, ni dans cette aile gauche. Mais ces Français qui sont très à droite et très à gauche, eux, ils ont un rapport brisé au président. Il y a une détestation du président dans le pays. Comment on passe par-dessus? C'est pas tout à fait exact. Moi, je suis dans une circonscription, je suis élu d'une circonscription qui, historiquement, était une circonscription de droite. Et quand je vais sur les marchés, c'était encore le cas dimanche, j'ai vu des personnes qui m'ont dit « Ah ben, maintenant, on a une candidate de droite dans notre camp. » Mais enfin, quand même, le président de la République, il fait drôlement bien le boulot. J'ai même vu des candidats qui m'ont dit « On votera Madame Pécresse au premier tour parce que on ne veut pas de l'extrême droite, mais au deuxième tour, alors ça, je peux vous dire, on votera le président Macron. » Donc les choses sont beaucoup plus compliquées et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes pressés de rentrer en campagne, pour que précisément le président, avec nous à ses côtés et en soutien, puisse procéder à ce rassemblement. Gilles Legendre, merci, bonne journée. Merci beaucoup.